Je m'appelle Christophe Jouot, donc je suis maraîcher bio en Mayenne depuis 1997. Donc notre structure a été créée en 1997 avec Agnès, on a deux personnes, avec 1 hectare de légumes. Actuellement sur la ferme, donc nous sommes 4 personnes à temps plein. La ferme fait 7 hectares avec 2,50 hectares de légumes plein champ. 3400 mètres carrés de tunnel et nous produisons à peu près 90% de nos plants. Donc on a 2 salariés annualisés. La vente se fait toute l'année. Donc une partie sur un marché, donc on fait un marché hebdomadaire, ce qui nous fait à peu près 50 marchés par an. Et le reste des légumes est vendu par Internet avec un système de commande via notre site Internet, donc Déclic au potager. Alors, donc en maraîchage, donc, nous avons une activité de main-d'œuvre. Le premier objectif, c'est avant tout donc, de prendre soin de nous, puisque nous sommes nous-mêmes notre principal capital. Et deuxième élément important, plus on est efficace sur notre temps de travail, plus le revenu sera important aussi. Et donc en fin de compte, on tient plus compte de l'efficacité du temps de travail que de l'efficacité du sol, puisque c'est plus là qu'on a quelque chose à gagner en termes économiques. Alors on peut parler déjà d'ergonomie de la tête. L'ergonomie de la tête, ça peut paraître surprenant, mais en fait, comme on est les principaux interlocuteurs sur notre ferme, il faut que nous-mêmes nous soyons en forme. Donc, on cherche absolument à essayer d'être le plus efficace possible et le moins se fatiguer possible. Donc, pour l'ergonomie de la tête, l'essentiel, c'est la planification. Donc, nous, on fait une planification en décembre, c'est-à-dire qu'on se prend à peu près 3-4 jours, au chaud, bien évidemment, pour planifier toute l'année suivante. Donc, on fait une planification à la semaine sur un agenda. On note tous nos semis les uns après les autres, et puis en même temps, on fait tous nos assolements, les rotations. On note si possible tous les réglages de semoirs pour les semis directs et on fait donc nos achats de semences pour être tranquille après. Donc ce qui veut dire qu'en général, à Noël, toutes nos semences sont commandées et une bonne partie est déjà livrée. Donc l'intérêt de la planification annuelle sur un agenda, c'est que ça permet à tout le monde de s'y retrouver, puisqu'on a 2 salariés sur l'exploitation. Donc ça permet aux 2 salariés d'avoir un guide et de savoir exactement à la semaine ce qui va arriver, ce qu'il va y avoir comme travail. Alors il est aussi possible de faire de la planification maintenant avec un logiciel qui s'appelle Crop, qui a été mis au point par l'atelier paysan. Pour l'instant, nous, on ne l'utilise pas. On est d'une génération peut-être déjà un petit peu plus avancée, donc en fait, on reste au papier-crayon. Alors, dans les éléments importants concernant l'ergonomie de la tête, nous, on est parti aussi sur la rationalisation du potager. Donc, en fait, on a mis en place 5 parcelles qui sont en rotation de 65 planches sur 50 mètres. Et on a 3 bitunnels de 50 mètres qui sont aussi en rotation. Alors, toutes les planches font 50 mètres, que ce soit dehors comme dedans. C'est essentiel aussi pour nous, puisque ça permet de limiter d'avoir qu'une seule longueur de voile, une seule longueur de tuyau de goutte à goutte, et ainsi de suite. Donc, ça nous facilite énormément le travail. Ensuite, toutes nos planches sont identifiées, que ce soit sous tunnel ou en plein air, pour pouvoir facilement s'y retrouver. Donc ça permet que quand on fait notre planification, on peut exactement placer nos cultures et se repérer beaucoup plus rapidement ensuite. Alors, en ce qui concerne encore l'ergonomie de la tête, nous, on a découpé la semaine en 3 parties. Donc le début de la semaine est consacré à la production et exclusivement à la production. C'est-à-dire, en gros, lundi, mardi et mercredi.
sauf pendant la période estivale où il y a un petit peu de récolte le lundi ou le mardi pour les courgettes, par exemple, qui sont récoltées au moins 2 à 3 fois la semaine. Donc lundi, mardi et mercredi, la production, jeudi, vendredi, récolte et préparation des commandes, et le samedi, le marché. Donc le gros intérêt de ce partage de la semaine, c'est que ça permet une bien meilleure efficacité, et ça nous permet aussi à nous d'avoir un bien meilleur suivi des cultures, puisque sur les 3 premiers jours de la semaine, on ne fait que de la production. Donc depuis qu'on est passé à ce système-là de découpage de semaine, en fait, on a énormément progressé techniquement. Donc pour se faciliter la tâche aussi pour la tête, on a des documents de synthèse qui nous facilitent la récolte. Donc ces documents sont édités par notre site internet qui gère à la fois les commandes et qui nous fait des synthèses, que ce soit pour par légumes et par client, par lieu de dépôt. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, passons à l'ergonomie de la production. Donc au niveau de la production, le principal point sur lequel on a travaillé rapidement, c'est le système d'attelage des outils. Donc en 2013, on est passé à l'attelage triangle. Tous les outils ont été convertis pendant un chantier collectif qu'on a fait en formation chez nous. Donc on a converti tous les outils à l'attelage triangle. Donc on avait constaté quand même depuis longtemps qu'on passait beaucoup de temps à l'attelage et au dételage des outils et que c'était quand même un facteur limitant. Hein, on arrive jusqu'à plus de 8 attelages par jour en saison sur un seul tracteur. Donc c'est quand même très contraignant. Ensuite, l'attelage triangle permet de limiter énormément le risque d'accident. La rapidité d'attelage, évidemment, est essentielle puisqu'on fait un attelage ou un dételage en moins d'1 minute. Et c'est surtout beaucoup moins fatigant pour le chauffeur puisque sur une bonne partie des outils, il n'y a même pas à descendre du tracteur. Voilà. Et dans les points importants aussi concernant le triangle d'attelage, c'est que ça nous permet d'organiser en fait nos journées non plus en fonction de l'attelage des outils, mais en fonction des êtres humains, donc en fonction de la main-d'œuvre. Ce qui veut dire qu'avant, en fait, on fonctionnait, quand on avait un outil qui était attelé, on s'arrangeait pour l'utiliser au maximum dans la journée. Et depuis l'attelage triangle, il y a des outils qui sont attelés 2-3 fois par jour. Et en fait, on a eu aussi une très grosse amélioration de l'efficacité et une meilleure gestion du travail du sol avec l'attelage triangle, puisqu'on n'hésite pas à changer d'outil si le résultat ne nous convient pas. Et on n'hésite pas à atteler un outil, même si c'est pour une planche. Je pense pas en particulier au broyeur de végétaux qui nous permet de broyer les résidus de culture, qui est un outil assez difficile à atteler en attelage 3 points. Avec l'attelage triangle, on l'utilise facilement, même pour une planche, et avec des résultats qui sont très intéressants. Deuxième point concernant la production, donc on a mis en place un système avec de l'occultation. Donc toutes les parcelles qui sont en culture semée sont systématiquement occultées. Donc en saison, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, on occulte 4 à 5 semaines minimum. L'hiver, on fait des occultations beaucoup plus longues, ce qui nous permet d'avoir des planches qui sont prêtes pour le printemps. Bon, gros intérêt de l'occultation, c'est d'anticiper énormément le travail. Donc en période de pointe, on a juste à enlever la bâche et à faire le semis. Et le deuxième gros intérêt, c'est surtout le temps de binage. Donc, puisque par exemple pour les carottes, chez nous on passe 5 heures à 4 personnes pour le binage de 22 planches de 50 mètres, soit 1700 mètres carrés de carottes, donc là 5 heures à 4, et un résultat au bout de 10 tonnes de carottes. Donc ramené à la tonne de carottes, le temps de binage est devenu ridicule. Ce qui nous permet de baisser énormément nos prix de revient de culture.
Autre technique mise en place pour limiter le temps de binage, puisqu'en fait le temps de binage est un temps important en maraîchage. On a mis en place des faux semis, c'est-à-dire qu'on prépare les planches et on les travaille régulièrement en surface. Et en fait, on le fait pour toutes les cultures plantées qui sont plantées à partir de début juin, enfin même à partir du mois de mai. On le fait régulièrement et on arrive à des résultats très intéressants. Bon, par contre, ces deux techniques-là, que ce soit l'occultation et le faux semis, obligent à gérer des rétro-plannings en fait, pour bien caler la date de préparation du sol, en général au moins un mois avant la date de semis ou de plantation. Donc ça veut dire qu'il faut régulièrement faire attention au calendrier pour pouvoir préparer les planches suivantes. Autre technique mise en place, on a passé toutes nos cultures qui sont binées mécaniquement, ça veut dire qu'ils sont binés avec un tracteur, en 2 rangs, systématiquement. Donc ça veut dire que, comme vous le voyez sur la photo, on cultive à la fois des choux, des fenouils, des choses comme ça en 2 rangs. On passe aussi tous les poireaux, les pommes de terre. Les carottes sont cultivées en 2 rangs par planche. Même les cultures comme des navets, des radis noirs et des épinards. Donc certes, sur des cultures comme des navets, radis noirs et épinards, il y a un petit peu moins de rendement. Sur les carottes, on n'a pas de différence de rendement. Par contre, en rendement horaire, c'est-à-dire pour le temps de travail, là, il n'y a pas à se poser de questions, on gagne beaucoup de temps. Puisqu'en fait, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur le binage, puisqu'on a beaucoup plus de place entre les rangs. Toutes les bineuses sont réglées sur le système de rang, donc ça veut dire que quand on commence à faire du binage, on passe toutes les cultures en revue. On a des rendements à peu près identiques, et en fait, on a beaucoup plus de facilité pour buter nos cultures, ce qui nous permet de faciliter le binage aussi, puisqu'on ramène facilement un petit peu de terre au pied des cultures, sur le rang, pour cacher les mauvaises herbes qui sont sur le rang. Donc c'est un choix qu'on a fait il y a déjà longtemps et absolument sans regret. Autre technique pour se faciliter la vie et limiter le temps de travail à la main, donc on utilise de plus en plus d'outils. Donc on a du matériel de binage simple mais diversifié. Donc le premier outil qu'on utilise, c'est la RC trille. Donc on l'utilise en intervention 1 à 2 semaines après la plantation en général. Elle a assez peu de contraintes, la RC trille. La seule contrainte, c'est d'utiliser une bonne planteuse qui fait une plantation un petit peu profonde pour ne pas arracher les mottes. Et il faut que la planteuse soit équipée de roues de tassement pour bien compacter et assurer une bonne reprise de la motte. Par contre, quand on a une très bonne RC trille comme celle qu'on a sur la photo avec des dents en ressort, on a un travail qui est très très intéressant. Il faut intervenir évidemment sur mauvaises herbes très très jeunes. Autre type de matériel de binage, on utilise une bineuse à dents le lièvre. Donc c'est une bineuse, on va dire plutôt de précision, avec des dents en forme de L et des dents à soc entre les deux, ce qui nous permet d'aller au plus près des cultures. Donc c'est une bineuse qui est guidée avec une personne dessus. Certes, ça nous oblige à intervenir à 2 personnes, mais on ne fait qu'un seul passage par culture, et en fait on n'y passe pas beaucoup de temps. On pourrait aller plus loin en termes de bineuses, c'est-à-dire utiliser des bineuses avec du matériel de guidage sophistiqué. Il existe des bineuses laser et ainsi de suite, mais les investissements sont beaucoup trop importants pour une structure comme la nôtre. Autre technique utilisée, on utilise une bineuse à étoile. Donc, qui a le gros avantage c'est de pouvoir passer même quand on est en conditions un petit peu humides, puisque les mauvaises herbes sont mises un petit peu à l'envers, ce qui permet qu'elles ne se réenracinent pas aussitôt.
Ça nous permet donc ensuite une intervention rapide, hein, c'est une bineuse qui permet de rouler vite et à une personne seule puisqu'elle est autoguidée. Donc c'est une bineuse en plus qui, en fonction de son réglage, nous permet de faire du butage comme sur la photo sur les pommes de terre. Autre technique en termes de production qui est assez avantageuse au niveau ergonomique et au niveau efficacité, c'est l'utilisation de bâches tissées perforées. Donc chez nous, toutes les salades sont cultivées en plein air, sont cultivées sur bâches tissées perforées. Les courges, les courgettes, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de bâches tissées. Donc les avantages qu'on y voit, nous, c'est pas de binage. En fait, les salades, on les plante, on les récolte. Il n'y a pas d'intervention entre les deux, mis à part quelques arrosages. L'autre avantage de l'utilisation des bâches tissées, c'est que ça permet de maintenir des sols propres après récolte et d'envisager une deuxième culture. On fait une alternance de plantation de salade et puis la culture d'après, on enlève les bâches après la récolte des salades et on implante facilement des radis en deuxième culture. Donc ça veut dire qu'on a des sols qui sont très propres et on intervient en semis de radis avec juste un passage de vibroplanche, c'est-à-dire un passage de travail du sol vraiment en surface et léger. Autre intérêt, c'est qu'on a des grosses économies d'eau puisqu'il y a peu d'évaporation. Donc voilà pour les principales techniques utilisées concernant la production. Les bâches, en fait, elles sont gérées en pliage en accordéon, c'est-à-dire qu'on les plie à 2 personnes. Elles sont toujours toutes pliées dans le même sens pour essayer de gagner du temps et éviter de se fatiguer. Et donc on arrive à les redéplier à une personne seule. Et elles sont fixées au sol avec des agrafes parce que le gros intérêt des agrafes, c'est que dans une main, on peut en mettre 50. Alors qu'avec des sacs de sable, c'est ingérable, ça fait énormément de poids à manipuler. Concernant la récolte, donc en ce qui concerne la récolte, on utilise une benne de récolte qui a été auto-construite. Donc elle a été auto-construite en 2003. Donc elle est fixée, en fait, cette benne de récolte, elle est portée par un lève-palette qui est très léger, en fait très simple, qui a été acheté et qui évidemment est équipé d'un triangle d'attelage. Donc le lève-palette a le gros intérêt, c'est de pouvoir manipuler des palettes en même temps. La benne de récolte, gros point important, c'est qu'il y a tous les outils dessus. Elle a évolué depuis la photo, hein, puisque les fourches restent sur la benne de récolte et il y a une pelle qui reste en permanence sur le lève-palette. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des couteaux, il y a une boîte à outils dans laquelle on peut mettre encore plein d'autres couteaux, des élastiques, les crayons, la feuille de récolte. Donc, c'est quand même un outil de base pas cher et qui est assez pratique. Concernant la récolte, et là on va toucher vraiment le cœur de notre métier en termes d'ergonomie, j'ai titré la diapo « Un légume, ça roule ». Ben oui, en fait, on peut faire rouler les légumes, mais on peut gagner énormément de manipulation. On a vraiment bien progressé, nous, à partir de ce constat-là, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte très vite dans notre métier que les caisses de récolte, on les déplaçait beaucoup. Donc on a essayé de mettre en place une filière depuis la récolte jusque dans le camion qui va au marché, qui nous permettent de limiter cette manipulation. Donc il y a une règle de base chez nous, une caisse de légumes, on ne la pose pas au sol sans une palette. Vous pouvez voir sur la photo, dans la benne, il y a ce qu'on appelle nous des mini-palettes qui sont gérées avec le diable. Donc dès la récolte, les récoltes sont mises en fonction de leur destination. Ce qui veut dire que dans la benne, on va faire par exemple une pile de carottes qui va aller vers la brosseuse à carottes. On va faire une pile de légumes qui sont sales qui vont aller vers le poste de lavage. Et le déchargement est très vite fait et demande peu d'efforts puisque avec le diable, on peut reprendre une pile. Là, vous voyez sur la photo, il y a 5 caisses.
On arrive à prendre même jusqu'à 6 caisses empilées, ce qui nous permet de décharger de l'ordre de 80 à 100 kg du même coup, sans se fatiguer bien évidemment et de rouler facilement dans le bâtiment. Donc tous les légumes sont systématiquement repris au diable et nous permettent donc de gagner énormément de temps. En continuant donc dans la récolte, en ce qui concerne la récolte des légumes d'été, nous utilisons des brouettes étroites pour la phase récolte, donc ce qui nous permet de récolter à 2 personnes, puisqu'une personne peut se mettre devant et une personne derrière. Donc là, c'est une brouette monoroue. On utilise aussi des petites brouettes, mais à version 4 roues, très étroites pour tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, c'est-à-dire tous les légumes d'été. Alors quand on va récolter les légumes d'été, on y va avec le tracteur et notre benne, puisque bien évidemment, les légumes sont mis directement sur mini palette dans la benne. Et tous ces légumes sont systématiquement mis après récolte dans la pièce fraîche qui est dans les bâtiments en pierre, avant d'être soit vendus, soit stockés, mais voilà, ils restent là pendant quand on les récolte. Tous les légumes racines, alors, qui représentent une grosse partie chez nous, sont récoltés avec une lame souleveuse animée. Donc, en fait, c'est une lame qui passe sous les racines avec un système derrière de doigts animés, des doigts alternatifs, qui permettent aux carottes de remonter et à la terre de descendre. Donc, les légumes sont déjà bien décollés et nous facilitent énormément la tâche pour la récolte. Et donc, après, on récolte à la main. Donc, c'est plus facile, c'est plus rapide. Les récoltes en fait de racines sont faites à partir du 15 octobre jusqu'à fin novembre. Donc là, c'est pour du stockage. Et dans ce cas-là, on va avec le lève-palette dans le champ, une palette dessus, et on stocke toutes nos caisses directement sur nos palettes. Et nos palettes sont transportées après, sanglées, pour être mises au stockage dans le hangar et dans les chambres froides. En ce qui concerne la récolte des pommes de terre, donc on utilise une petite arracheuse chargeuse qui a le gros avantage de nous mettre nos pommes de terre directement en caisse. Donc on travaille à 4 personnes, 2 personnes au tri, une personne sur le tracteur et une personne qui gère les caisses sur une plateforme qui est sur l'autre côté du tracteur par rapport à la photo. Et donc, même topo que pour les racines, toutes les caisses de récolte sont mises sur palette et transportées directement dans les bâtiments. Alors, on va passer maintenant aux bâtiments puisque c'est quand même un lieu important. Donc, les bâtiments. Chez nous, il y a une règle qui a été de base dès le départ, c'est que les bâtiments ont tous été, même s'il s'agissait en fait de bâtiments anciens réaménagés, ils ont tous été mis sur un même plan. Ça veut dire que tout le sol de nos bâtiments est sans aucune marche. Ça veut dire qu'on peut aller avec un diable, avec un gerbeur électrique, avec un autre outil, d'un bout à l'autre des bâtiments. Et en fait, les bâtiments sont groupés. Ça veut dire que tous les bâtiments sont liés, ça va de la production de plans jusqu'à la pièce de lavage, le quai de chargement, le bâtiment de stockage et la zone de travail pour les légumes qui sont secs. Toutes ces zones-là sont reliées et tout est bétonné. Donc c'est un élément essentiel de la gestion de notre travail pour que ce soit plus facile et qu'on puisse facilement utiliser des outils à roues. Pour gérer les légumes dans les bâtiments, on a 2 alliés, donc qui sont le diable dont on a parlé un petit peu avant, et le gerbeur électrique.
Donc ça, c'est un investissement qu'on a fait en 2010. Le gerbeur électrique nous permet de porter des palettes de plus d'1 tonne et d'empiler nos palettes, de travailler à hauteur, de faire tous les transports dans le bâtiment. Et donc, c'est un outil qui est utilisé tous les jours. Il nous sert, même le gerbeur électrique, pour préparer nos mottes de semis et pour pouvoir faire les semis à hauteur. En fait, on utilise le gerbeur aussi comme une table de travail qui est adaptée, qui est toujours en fait adaptée à la personne qui travaille. Donc, ça permet toujours de travailler avec une bonne position et d'éviter de se fatiguer le dos. Donc, les palettes les caisses de terreau, par exemple, sont toujours à hauteur. On ne les prend jamais au sol. Ensuite, donc, nous utilisons des machines de lavage. Donc, on a 2 machines de lavage. Une machine à tambour qui sert à laver toutes les racines. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, on utilise le gerbeur pour la charger. Donc, c'est une machine qui travaille à bain d'eau, hein, donc avec un système de rotation du tambour dans les 2 sens, un sens pour laver et un sens pour ressortir. Donc, les légumes sont lavés pendant 3 ou 4 minutes et ressortent à l'eau de boue, en général très propre. On a une douche de rinçage au bout qui nous permet de rincer à l'eau propre. Donc, on peut laver des légumes soit espèce par espèce, soit en gérant des espèces qui se ressemblent et en faisant un tri de légumes à l'eau de boue. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lave des légumes bruts qui ont été en général stockés pendant l'hiver, donc qui sont un petit peu secs, donc qui sont facilement lavés, et on fait le triage des légumes à la sortie pour éliminer ceux qui ne sont pas commercialisables. Donc le triage est fait sur la table en inox qui est au bout entre les 2 laveuses. Et systématiquement, les légumes sont mis, encore une fois, en caisse et sur mini palettes qui sont destinés après soit à la préparation des commandes pour Internet, soit pour être mises dans une petite chambre froide qui vont partir au marché ensuite. On utilise ensuite une brosseuse laveuse qui permet de brosser et de laver tous les légumes en bottes. Donc elle est principalement utilisée en printemps-été et automne. Elle nous permet de laver donc des bottes de carottes, des bottes de radis, et on utilise derrière, on peut le voir au fond du bâtiment, une table à rouleau qui permet de pousser les caisses une fois qu'elles sont remplies. Donc en fait, les légumes arrivent sur mini palette ou sur grande palette en fonction de si c'est du stockage ou si c'est du frais, et ils sont lavés et remis sur mini palette en fonction de la destination après. Donc on passe ensuite à la préparation, donc la suite de la préparation des légumes. Donc en ce qui concerne les légumes qui sont commercialisés sans lavage, on passe par du brossage. Donc on a une machine qui est composée de 15 brosses et en fait qui nous permet de brosser les carottes. On s'est rendu compte très vite, puisqu'on produit quand même régulièrement au minimum 8 tonnes de carottes, on s'est rendu compte très vite qu'on passait beaucoup trop de temps à nettoyer nos carottes à la main et on commençait à avoir des tendinites dans les poignets. Donc très rapidement, on a cherché des solutions. Donc la solution, c'est la brosseuse. Hein. C'est une machine qui coûte pas très cher, qui est très efficace, qui nous permet de passer les carottes et les pommes de terre. Donc ça nous permet à la fois d'enlever la terre des pommes de terre et de faire une partie de légermage. Et donc, cette machine, on l'alimente toujours pareil avec notre gerbeur qui nous permet de mettre nos caisses à hauteur et on a juste à renverser la caisse sur la plateforme de réception pour faire le tri et mettre les déchets dans un palox qui est situé juste en dessous. Donc, les légumes sont repris à l'autre bout de la brosseuse, soit via une chaîne et une peseuse qui nous permet de faire des filets de pommes de terre, soit directement au bout de la brosseuse pour une mise en caisse qui sont
Donc ces caisses vont directement soit au marché, soit pour la préparation des commandes. Et donc en ce qui concerne les oignons, je n'ai pas mis de photo, mais la préparation est faite avec une machine, une équeuteuse, et toujours avec le même principe, remise sur palette ensuite. Donc on passe ensuite à la préparation des commandes. Donc les commandes sont préparées en fait le jeudi après-midi. Donc on a de façon hebdomadaire entre 50 et 70 commandes qui sont préparées toutes les semaines. Donc il s'agit de commandes de clients locaux particuliers et les clients ont accès à notre site internet et peuvent commander, constituer leur panier eux-mêmes, ce qui veut dire qu'ils vont commander exactement ce qu'ils veulent en quantité et en type de légumes qui sont disponibles, bien évidemment, cette semaine-là. Donc, c'est un petit peu compliqué à faire. Ça veut dire qu'on étale toutes nos caisses de légumes nécessaires pour les commandes, hein, puisqu'on a des feuilles récapitulatives qui nous permettent de savoir les quantités nécessaires pour la semaine. Et donc, il y a 2 postes de travail pour préparer les commandes. Et les commandes sont ensuite réparties par lieu de livraison. Donc avec un bon de livraison, et puis elles sont mises une fois de plus, ces commandes, sur une palette pour pouvoir être mises dans le camion ensuite, et pour une partie être livrées sur des points de dépôt, dans des petites supérettes ou dans des entreprises pour le personnel de l'entreprise. Alors, une partie des commandes reste à la ferme, puisqu'une partie des clients viennent chercher leurs commandes directement à la ferme. Donc, toutes les commandes sont identifiées avec une étiquette, avec dessus le nom, le prix, le numéro de téléphone du client, ce qui permet de les rappeler pour ceux qui oublient, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et dans la pièce de préparation des légumes, donc toutes les commandes sont réétalées et les clients passent quand ils veulent. En fait, c'est ça le gros avantage du système pour les clients, c'est que c'est un système de drive. Ils passent le vendredi quand ils veulent à partir de 14 h et le samedi matin quand ils veulent. Et donc, il y a une boîte à sous et les clients laissent leur règlement dans la boîte à sous. Donc, ce qui nous permet à nous de ne pas avoir l'obligation d'être présents pour la vente sur cette période-là. Donc, on a une bien meilleure efficacité de notre système. Donc, il y a en moyenne entre 20 à 30 clients qui passent de façon hebdomadaire à la ferme. Bon, la photo, c'était une photo qui date d'un déconfinement, donc là, c'était exceptionnel. On a eu jusqu'à 80-90 clients sur le vendredi soir à passer à la ferme. Ensuite vient le chargement du camion, puisque le samedi matin, nous faisons un marché qui est un marché urbain. Donc le camion est chargé tous les vendredis soirs. Donc le camion est reculé à quai, il reste dans la semaine dans le hangar, et donc le quai permet d'accéder directement, toujours avec notre diable et nos palettes. Et donc le camion est chargé à peu près en 20 minutes à une personne pour pouvoir être prêt pour le samedi matin. Et donc le marché, voilà une photo du marché en hiver. Donc le marché, les légumes sont installés. Donc là, il est vrai, on a encore des progrès à faire, puisqu'au niveau ergonomie, on est obligé de décharger le camion, mais on le décharge par la porte latérale et on s'y met à 2. En fait, la reprise des caisses se fait à la bonne hauteur pour pouvoir les poser sur l'étal. Donc là, c'est la même règle qu'à la ferme. Il n'y a pas de caisses qui sont posées au sol, parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus dur dans notre métier, c'est de reprendre des caisses au sol. C'est là qu'il y a le plus gros effort. Et donc, les légumes sont disposés sur un étal de 9 mètres et avec 2 retours. Donc là, sur la photo, l'étal est couvert avec des parasols. Et en fait, ce n'est plus le cas maintenant. Nous avons investi dans 2 barnums. On a supprimé les 3 parasols pour passer à 2 barnums, et ce qui nous facilite énormément le travail. Les barnums sont beaucoup plus légers et beaucoup plus faciles à manipuler et moins fatigants pour le samedi matin. Donc on gagne du temps et on gagne en pénibilité. L'activité en fait
qui est quasiment la plus dure, c'est le rangement du marché en fin de marché, mais on le fait à plusieurs personnes, puisque sur le marché, on est deux à partir de la ferme le samedi matin, donc on est 2 de la ferme tous les samedis, plus 2 étudiants qui viennent nous donner un coup de main de 7h30 jusqu'à 13h, en fait, tous les samedis. Donc nous servons les clients à 4 personnes, et donc on utilise 2 balances, et en fait il y a 2 personnes par balance, et ce qui permet de servir 4 personnes en même temps, et avec on a chacun à son compte sur la balance. Et donc le système est assez efficace, hein, puisque à 4 personnes, on arrive à servir 200 à 250 clients dans la matinée, avec un panier moyen qui est assez important en fait, puisque c'est une population urbaine qui fait ses courses pour la semaine. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant l'ergonomie. Donc, j'ai brossé un tableau assez rapide. Alors, bien évidemment, tout ce que je vous raconte sur notre exploitation, ça concerne notre exploitation. À vous de vous en inspirer, mais l'exploitation n'est, enfin voilà, il ne faut pas chercher à reproduire l'exploitation. Il faut peut-être chercher à s'en inspirer. Bonjour. Donc, deuxième conférence, augmenter la productivité par l'amélioration des sols et les pratiques culturales. Christophe Jouot, donc maraîcher bio en Mayenne, en France. Alors, donc notre exploitation est située donc sur le département de la Mayenne. Donc, on a un sol qui est d'origine granitique, un sous-sol granitique. On a mis en place un système planche permanente en 2012, voilà, donc le sol fonctionne bien, et donc un taux de matière organique aux alentours de 3 à 4%. Donc notre exploitation fonctionne en 5 parcelles qui sont en rotation. Donc l'intérêt de notre système, c'est d'avoir des rotations longues, qui intègre, comme vous pouvez le voir, donc 2 années d'engrais verts qui sont broyés sur place et enfouis, donc des engrais verts en grosse partie à base de légumineuses pour fertiliser le sol. La première année de culture est destinée donc à des cultures gourmandes, la deuxième année les racines qui sont moins gourmandes, et en fait la troisième année c'est tout le reste. La rotation donc dans les tunnels, donc elle est d'une durée de 6 ans. Avec des engrais verts dès qu'on peut le faire. En fait, on fait des engrais verts le plus souvent possible à base de facélie principalement, et un petit peu de févrole qu'on implante entre 2 cultures dès qu'on a suffisamment de temps. Et sinon, systématiquement, il y a du sarrasin qui est implanté tous les 3 ans. Dans les tunnels, on utilise aussi du paillage avec de l'herbe, ce qui nous permet de protéger le sol et d'améliorer la structure du sol. Le paillage avec de l'herbe est utilisé principalement sur courgettes, tomates et haricots, mais on ne le fait que sur des cultures, pas sur les cultures pas sur les premières cultures, c'est-à-dire pas sur les cultures primaires, parce que cette technique-là aurait tendance à limiter le réchauffement du sol. Donc l'herbe est récoltée sur l'exploitation avec du matériel. Concernant la rotation des tunnels, ben voilà un petit peu de rotation, donc avec une gestion à la planche, hein. Donc là, si vous voyez dans le tunnel, donc on a 6 planches par tunnel, et ça nous permet, cette technique de notation de tableau nous permet d'envisager les trous qu'on va avoir dans nos rotations, et de pouvoir placer bien en amont les engrais verts qu'on veut installer. Concernant la fertilisation, donc on utilise uniquement du fumier de vache. Donc il s'agit de fumier de vache bio qui vient d'une exploitation qui est située à une quinzaine de kilomètres de chez nous. Donc c'est du fumier de vache pailleux
il est systématiquement composté avec une composteuse qui est gérée collectivement, donc au niveau qui appartient à peu près à une centaine d'exploitants agricoles. La composteuse passe chez nous à peu près 5 minutes, donc c'est une facturation à la minute. Et elle fait un travail remarquable qui permet au tas de compost de monter en température. Donc l'objectif du compost, c'est à la fois de la fertilisation, mais aussi de dynamiser le sol. Donc on utilise un compost jeune qui est épandu 3 semaines à peu près après le passage de la composteuse pour bénéficier au maximum de l'activité biologique du compost. Le fumier à l'arrivée et le compost sont systématiquement bâchés pour limiter les pertes d'azote et de potassium, puisque ce sont 2 éléments essentiels pour la culture des légumes. Donc le compost est épandu dehors et dans les tunnels à l'aide d'un petit épandeur à fumier qu'on a trouvé en zone de montagne, hein, qui est assez bien adapté. Il a fallu le modifier un petit peu, mais ça fonctionne très très bien. Et ça nous permet de mettre des doses assez régulières sur le sol. En termes de fertilisation, on utilise aussi 2 autres sources, donc de la fiente de poule, qui est là plutôt pour être un engrais starter, c'est-à-dire on l'utilise principalement pour sa forte teneur en azote, et qui est assez rapidement utilisable. Donc c'est de la fiente de poule qui est sèche et donc elle est facile à épandre. Donc en maraîchage, on utilise des petites surfaces, donc en fait on l'épand à la main avec un seau. On utilise aussi de l'herbe, donc c'est la même herbe qui est utilisée pour le paillage. Donc l'herbe elle est récoltée avec une petite machine, une petite ensileuse, une petite récolteuse. Et elle est aussitôt mise, enfin elle est en même temps chargée donc par l'ensileuse dans le petit épandeur. Donc en ce qui concerne les apports d'herbe pour la fertilisation, donc c'est de l'herbe qui est jeune pour bénéficier au maximum de l'effet dynamique et de l'effet sucre. En fait, l'objectif est de faire fonctionner au maximum la matière organique. On a suffisamment de matière organique dans le sol, on a surtout besoin en fait de dynamiser cette matière organique, c'est-à-dire d'alimenter correctement les micro-organismes du sol. Donc avant de mettre en place tous ces systèmes de fertilisation, on a fait des analyses, hein, on a un type d'analyse en France qui s'appelle des analyses érodies, qui tiennent compte énormément de l'activité de la matière organique dans le sol. Donc les apports d'herbe se font sous tunnel ou en plein air avec l'épandeur à fumier. Donc l'herbe est bien étalée et de façon régulière. Et donc il faut à peu près, que ce soit pour faire du paillage ou de la fertilisation, on utilise de l'ordre de 1000 m², de 10 000 m² d'herbe pour pailler 1000 m² de culture. Concernant le travail du sol, donc on est parti sur un système en planche permanente, ce qui veut dire que le tracteur passe toujours au même endroit. Donc les planches permanentes sont en place chez nous depuis 2012. Alors, on utilise d'abord un rotavator en surface, enfin pour préparer le sol en surface, ce qui veut dire que on va commencer par broyer nos déchets de culture, broyer nos engrais verts. Ensuite, le même jour, on épand notre compost. Et enfin, on passe le rotavator dessus pour éviter les pertes. Le rotavator est passé à peu près sur 5 cm de profondeur, d'où l'intérêt d'avoir des roues de terrage derrière. Donc c'est un rotavator qui a été aménagé pour pouvoir garantir une profondeur régulière et ne pas utiliser le rotavator trop en profondeur. Donc la matière organique est mélangée avec le sol en surface pour avoir une décomposition la plus rapide possible. Ensuite, on utilise un deuxième outil à dents, à peu près sur 20-25 cm de profondeur, qui s'appelle le cultibut,
qui a été construit par l'atelier paysan, donc en formation évidemment. On fait en général un premier passage avec uniquement 2 dents pour pouvoir bien former nos buts, et un deuxième passage avec 3 semaines plus tard avec 3 dents pour pouvoir réétaler un petit peu nos buts et relancer encore l'activité biologique du sol. Les planches sont ensuite préparées après on va dire après un délai de maturation de la planche. En général, on essaie de laisser nos buts pendant 3 semaines sans y toucher pour que la matière organique se décompose correctement à l'intérieur de la butte. Et donc pour finaliser la préparation de nos planches, on utilise ce qui s'appelle le vibroplanche, qui est un outil avec des dents souples et des dents de herse et un rouleau, donc qui nous permet soit de préparer le lit de semences, qui va être occulté comme on l'a vu tout à l'heure, soit de préparer une planche pour de la plantation ensuite. Alors, passons aux engrais verts. Donc les engrais verts, en fait, c'est l'élément clé de notre ferme en termes d'agronomie. Donc on utilise 2 types d'engrais verts. On utilise d'abord des engrais verts de type longue durée, c'est-à-dire qui sont à base de luzerne, trèfle hybride, mélilo et régras. Donc le mélilo, il est utilisé depuis quelques années parce qu'il a un effet qui est vraisemblablement sur les rongeurs du type mulot et campagnol, donc qui permet de limiter la population. Et donc les trèfles et luzernes, eux, sont très intéressants pour leur capacité à capter l'azote de l'air et leur capacité surtout à améliorer la structure du sol. Donc là, il s'agit d'une prairie longue durée qui est implantée pour une durée de 18 mois. Elle est en général implantée soit en fin d'été, dès la libération des cultures, soit au mois d'avril ou début mai, au printemps, donc si on n'a pas pu le faire en fin d'été. Donc elle est broyée, cette culture, à peu près 3 fois dans l'année, et donc la matière se décompose sur le sol. Donc là, vous avez une photo qui a été prise en hiver. Donc en hiver, voilà, c'est une prairie qui va résister. Et ensuite, donc après ces 18 mois donc, de prairie à base de luzerne, on détruit la prairie, nous, en général, dès le mois de juillet. Tout simplement parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à faire en juillet, puisqu'on va pouvoir bénéficier du soleil pour pouvoir faire crever les souches de luzerne et les souches de trèfle. Et ça nous permet de réimplanter aussitôt 3 semaines après, un deuxième engrais vert, mais là qui est un engrais vert rapide, à base de seigle, févrole, facélie et autres. L'objectif de cet engrais vert, c'est de réapporter encore des sucres pour pouvoir, améliorer la décomposition de la matière organique. Et en fait, le deuxième intérêt, c'est que pour pouvoir réimplanter des cultures au printemps, on gagne énormément de temps de décomposition au printemps, puisque là, c'est un engrais vert qui est très jeune et qui va se décomposer très vite et qui va être facile à détruire. Donc, on utilise un grand nombre d'espèces dans cet engrais vert, tout simplement pour assurer le coup. En fait, en fonction de la météo, toutes les espèces ne se développent pas tous les ans de la même manière. Et donc l'intérêt, c'est de fournir une grosse masse de végétation. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, on a des engrais verts là, en fonction des années, à base de beaucoup de févroles qui peuvent monter jusqu'à peu près 1,20 m de haut au mois de novembre. Donc en fonction de l'action du gel, soit ils vont être en partie détruits ou pas du tout. Et donc, on redémarre au printemps, au mois de mars chez nous, par un passage de broyeur, évidemment, pour broyer toute cette matière.
Et puis ensuite, on redémarre, hein, comme on a pu le voir avant, avec un passage de rota et un apport de fumier, enfin de fumier composté, un passage de rota, et c'est reparti pour les cultures. Donc, comme on implante énormément d'engrais verts sur notre ferme, mais qu'on veut le faire le plus rapidement possible dès la libération des planches, on a mis en place en 2013 un semoir spécifique pour les engrais verts, avec un système de distribution qu'on avait qui venait d'une bineuse et à base de rouleaux. Donc le gros intérêt de ce semoir, c'est qu'en fait, il est toujours prêt, il est toujours réglé, ce qui nous permet souvent d'implanter des engrais verts, même pour une planche, on va faire un semis, et donc d'optimiser au maximum l'implantation d'engrais verts, pour que ce ne soit pas quelque chose qu'on fait que quand on a le temps. En fait, chez nous, les engrais verts, c'est une culture à part entière. Et donc, pour terminer cette présentation, je vous montre donc un échantillon de sol qui a été pris il y a 1 an ou 2. Donc donc c'est un échantillon de sol qui a été pris dans des tunnels après justement une culture d'engrais verts. Donc on peut y voir énormément de cavités, donc un sol qui est bien structuré avec des racines qui descendent profondément, et ce qui nous permet d'avoir un sol qui se ressuie en fait très très vite et qui se réchauffe aussi très très vite. Et donc on arrive à des niveaux de rendement qui sont tout à fait corrects et des sols qui sont relativement stables. Voilà pour cette présentation. Donc merci de votre attention. Donc ce que je vous ai présenté ici, c'est bien ce qui se passe sur notre exploitation. Donc, vous pouvez peut-être en prendre des idées, mais ne cherchez pas à retranscrire l'ensemble du système, ça ne marchera sûrement pas chez vous. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Christophe. En fait, c'est ça, c'était des enregistrements parce qu'on a eu des problèmes, mais heureusement, Christophe est parmi nous. Donc, on va prendre les questions. S'il y en a qui veulent poser des questions live, vous pouvez monter votre petite main. Et sinon, on ira dans le clavardage. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui veut poser de questions live à ce que je vois. Donc, on va y aller peut-être avec... Ah, non, il y a Claire. On fait Claire, vous pouvez y aller. Oui, bon, vous m'entendez? Ah oui, excusez, j'ai désactivé votre... Non, c'est bon, oui, on vous entendait. Est-ce que vous pouvez... Oui, bonjour. Je voudrais juste savoir, Christophe, combien de temps ça vous a pris à peu près pour vraiment bien connaître votre sol, vos terres et arriver vraiment à cette optimisation. Combien d'années finalement vous avez mis à arriver vraiment à la formule gagnante, celle qui vous convient, puis celle qui convient à votre sol, puis qui fait que tout est vraiment optimisé sur votre ferme? Alors, en fait, ça a été assez progressif puisque les premières années, c'est vrai qu'on a un petit peu, on va dire, on a un petit peu bricolé. Il y a eu un gros élément déclencheur, c'est les formations liées à l'atelier paysan sur les planches permanentes. Et je considère qu'on a mis une dizaine d'années à mettre en place à peu près notre système proche de tel qu'il est maintenant. Mais on a fait un petit peu de suivi auprès de jeunes maraîchers et eux, ils ont mis 2 ans à le faire, 2-3 ans à le faire en fait. Puisque beaucoup de choses ont évolué depuis qu'on a démarré, quoi. Et je pense qu'en 5 ans, maintenant, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Merci. On pourrait aller maintenant. Ah, je vois d'autres questions, d'accord. Sébastien Alix avait une question. Oui, donc prochaine personne, ouais, Sébastien. Je vais ouvrir ton micro. C'est à toi, Sébastien.
Bon, ça a l'air de marcher. Parfait. J'avais deux questions. Une pour la souleveuse. J'ai vu que c'est Simon Groupe là, qui produit ça. Puis je me demandais si les dents, ou en tout cas les espèces de broches qu'il y a à l'arrière, sont articulées de façon mécanique par l'avancement de la machine ou ça bouge juste en fonction du terrain? Puis l'autre question, c'est, je me demandais comment vous gériez les apports de chaux. Alors, pour la lame souleveuse, en fait, elle est animée par le tracteur, par le cardan qui est relié au tracteur. Et il y a un système un petit peu de doigts qui pivotent comme ça, c'est-à-dire un système alternatif, quoi, qui est derrière la lame. Animé, ça veut dire avec la prise de force. Exactement, voilà, je cherchais le nom. Merci Denis, c'est la prise de force, exactement. Voilà, donc c'est animé à la prise de force et c'est un système alternatif, c'est-à-dire qu'il y a une partie des doigts qui est en haut quand l'autre est en bas. Voilà. Et en fonction de la vitesse de rotation de la prise de force, ça secoue plus ou moins la terre. Et il y avait une deuxième partie à la question, mais je ne me souviens plus. C'est comment vous gériez les apports de chaux? Alors, les apports de chaux, ils sont gérés, ça a évolué dans le temps. En fait, ils sont gérés avec un ancien distributeur à engrais, tout simple. Et on utilise maintenant on utilise comment dire un carbonate grossier. Mais c'est encore en train d'évoluer. Hein. On va avoir maintenant accès à du matériel avec les vendeurs de carbonate qui eux ont leur propre semoir qui pourront nous mettre à disposition. Du carbonate, là, c'est du CaCO3, la chaux, c'est du carbonate de calcium. Exactement, oui. Et nous, on cherche plutôt à utiliser quelque chose de grossier. En fait, pour ne pas que ça ait un effet trop rapide, et plutôt chercher à avoir un effet dans le temps. Parfait, merci. Je vois une autre question de Claire. Est-ce que c'était une ancienne question, Claire, ou c'est une nouvelle question? Non, c'est une nouvelle question, encore moi. Pour la gestion justement du fumier, si j'ai bien compris, il vous est apporté, vous allez chercher où est-ce qu'il vous est apporté sur la ferme, puis en ces cas-là, s'il est sur votre ferme, est-ce que vous avez donc une partie de la ferme qui est dédiée à ça, ou est-ce que vous devez aussi, comme ici, bouger le tas de fumier et de compost à toutes les temps d'années pour pouvoir gérer justement où est-ce que vous mettez votre compost finalement? Alors en fait, le système est très très simple. Donc c'est l'éleveur qui nous livre le fumier parce que nous on n'a pas du tout le matériel pour adapter à ça. Et c'est vrai que tous les ans on déplace le tas de compost, mais c'est un compost jeune, hein, c'est-à-dire que le fumier il reste en tas à peu près entre 4 et 6 semaines. Donc il n'y a pas du tout de gêne au niveau du sol puisqu'on fait du compostage rapide. C'est-à-dire que le fumier est déposé par l'éleveur quand il vient. Ensuite, il est systématiquement bâché avec une bâche perforée pour laisser passer l'air et éviter que le fumier mouille. Donc, il reste bâché 3 semaines. Ensuite, la composteuse passe, c'est un retourneur d'andin, donc qui est une machine qu'on a en groupe. Et donc, elle passe et le fumier reste en cours de compostage pendant encore à peu près 3 semaines maximum. Voilà, donc tous les ans, en fait, on déplace notre tas de compost de fumier, tout simplement aussi pour qu'il soit au plus près des parcelles où il va être répandu. Donc là où il est mis finalement, même après quand vous l'avez utilisé, la partie sur laquelle il a été utilisé, vous ne l'utilisez pas en fait cette année-là. Cette année-là, non, mais on dépose le fumier sur des zones de prairies. Et donc, en général, on fait soit des choux ou des pommes de terre l'année d'après. Mais pas l'année en cours. D'accord. Et la prairie que vous mettez en place, vous dites vous coupez puis vous laissez sur place. Est-ce que il y aurait moyen justement de faire une prairie, enfin de vendre justement ça à l'agriculteur qui vous donne le fumier? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Alors, il y a 2 raisons pour ne pas qu'on le fasse. La première qui est la raison, justement, ce qu'on cherche. Nous, on cherche à être un petit peu plus autonome. Et donc, le fait de broyer de l'herbe directement sur place nous permet de nourrir le sol.
Donc, on ne considère pas qu'il s'agit d'une perte. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le chiffre d'affaires qu'on va faire avec ça ne va pas être énorme. Ou alors, on pourrait faire du troc, c'est vrai, avec l'éleveur. Mais il y a un souci derrière, c'est qu'on a un système en planche permanente. Et donc, on a un objectif essentiel qui est de ne pas rouler sur les planches avec un tracteur. Et donc là, les éleveurs n'ont absolument pas du tout les mêmes largeurs de roue de tracteur. Tout serait trop compliqué. Donc, non, le fait de laisser broyer l'herbe sur place et de la laisser se composter est plutôt un élément pour nous très important et positif. D'accord, merci. Merci beaucoup, Christophe. Dans le fond, il resterait une question à répondre de Sébastien. Puis après, pour tous les autres participants, si vous avez d'autres questions, vous voulez continuer la conversation, on s'inviterait à rejoindre M. Jouot dans la salle de réseautage maraîchage. Et voilà, donc Sébastien, ça va être à toi pour la dernière question. Bon, parfait. Je m'excuse de encore intervenir, mais j'ai beaucoup de questions, je priorise. Et puis, au niveau des mauvaises herbes, là, j'ai vu il semble que le système a un excellent contrôle de la mauvaise herbe. Par contre, ce que je constate, c'est que les mauvaises herbes s'adaptent à nos pratiques, puis il y en a toujours une qui réussit à trouver son chemin. Je me demandais, en fait, quelle mauvaise herbe avait réussi à trouver son chemin dans votre système, comment vous l'aviez géré. En particulier, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a souvent des problèmes d'infestation dans les implantations de prairies. Puis c'est ça qui amenait le plus de problèmes de mauvaises herbes chez nous. Donc, en tout cas, je veux juste vous entendre sur les mauvaises herbes qui ont trouvé le chemin. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a toujours des mauvaises herbes qui trouvent leur chemin, oui. On en a eu une pendant longtemps, enfin, il y a longtemps, qui était les paniques. Mais comme depuis qu'on a changé nos pratiques de travail du sol, on n'a plus du tout ce problème-là. Il y en a une qui nous embête un petit peu actuellement, c'est les rumex. Je ne sais pas si vous appelez ça avec le même nom, j'en sais rien. Donc, les rumex, en fin de compte, ils ont tendance à se développer dans les zones tassées. Et donc, ils ont tendance chez nous à se développer dans les passages de roues. Donc, il faut qu'on trouve des solutions avec un outil, avec des dents, pour pouvoir les scalper un petit peu plus bas, pour ne pas les laisser se développer. Mais autrement, on a régulièrement du développement de mourons, du mouron blanc. Mais celui-là ne nous gêne absolument pas, puisque c'est un capteur d'azote. Et donc, en fait, il joue le rôle d'un engrais vert, entre autres sur la culture du poireau. Donc, il a tendance à pomper l'azote disponible en automne et il nous permet de le relibérer au printemps. Donc, en fait, il n'est pas gênant du tout. Puis, juste de même, vous le cerclez comment dans les cultures? Parce qu'il y a une tendance à s'arracher puis à laisser ses racines en place, puis il repousse tout de suite, là, comme dans les oignons, puis ces trucs-là. Moi, il m'emmerde beaucoup de moutons, là. Ouais, mais en fait, le mouron, il ne se développe que sur des cultures, plutôt en fin de culture, donc il n'est pas gênant. Parce que quand on remet des cultures en place après, on a du travail du sol qui nous permet de le détruire. Et puis, on n'a pas de mal du tout à le détruire avec les bâchages d'occultation. Merci beaucoup. Merci énormément, Christophe, d'avoir pris des questions. C'était fort intéressant.